Je m'appelle Amélie Maché, je suis avocat au barreau de Lille depuis 2005. J'exerce essentiellement en droit de la famille et en droit des personnes. Je suis amenée à accompagner des personnes trans dans le cadre de leur changement d'état civil. Une personne qui voulait entamer ce type de démarche et qui avait pris initialement rendez-vous avec mon associé qui avait l'habitude de bosser avec des assos LGBT. Mon associé a été indisponible ce jour-là, de sorte que c'est moi qui ai pris le rendez-vous en ses lieux et places et finalement le rendez-vous s'est bien placé. Je me suis intéressée à ce sujet-là et puis c'est comme ça que je m'y suis mise. Les démarches ont en fait évolué au bénéfice d'une loi de 2016 qui s'appelle la loi J21, mais qui pour autant date de 2016. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, le changement d'état civil, il n'était pas du tout encadré par les textes et c'était la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est en fait la plus haute juridiction en France, qui déterminait des conditions. Et ces conditions étaient essentiellement qu'il fallait démontrer la réalité d'un syndrome transsexuel, c'est ce que disait la Cour de cassation, et qu'il fallait également démontrer une transformation irréversible de l'apparence. Ça, c'était la seconde condition. C'est ce que les tribunaux exigeaient et souvent, ça a amené à ce que soit exigée une opération de la part des personnes qui saisissaient le tribunal. En réalité, il y a eu à plusieurs reprises une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme et notamment, la France savait qu'elle risquait, au regard de ces exigences posées par la Cour de cassation, une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, raison pour laquelle le législateur a mis en place ces textes dans le Code civil par le biais de cette loi de 2016 et donc a créé des textes dans le Code civil qui auparavant n'existaient pas. Et d'ailleurs, grand bien lui en a pris puisque la France a été condamnée en avril 2017 par 3 arrêts qui s'appellent les arrêts Garçon et Nico, précisément parce qu'elle exigeait des gens ce caractère irréversible. La Cour européenne est venue dire que quand on exigeait ça, ça exigeait le fait que les gens soient opérés, de sorte qu'on exigeait d'eux qu'ils portent atteinte à leur intégrité physique et que ça, c'était pas possible. Donc les conditions actuelles, elles sont définies par donc cette loi de 2016, elles sont incluses dans le Code civil. Il faut finalement, de manière assez simple, démontrer qu'on se sent appartenir à l'autre genre, mais que les gens qui sont en face de vous vous sentent également appartenir à l'autre genre. C'est ce que je dis toujours quand j'explique aux gens les choses. Moi, je peux me sentir tout à fait homme, mais si les gens qui me rencontrent dans la rue ne me voient pas comme un homme, eh bien, je n'obtiendrai pas judiciairement ce changement d'état civil, précisément parce qu'il faut bien ce double phénomène et cette double condition. Le texte en question, c'est donc l'article 61-5 du Code civil qui indique qu'il faut donc apporter la preuve de faits et ces faits peuvent être les suivants. Alors ça peut être ces faits-là, mais ça peut être d'autres faits. Donc la personne doit se présenter publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, c'est ce que je viens de dire. Je me sens homme et je me revendique comme homme. Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué, vous verrez d'ailleurs que les textes ne parlent pas de genre, mais parlent encore de sexe. Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amicale ou professionnelle, alors évidemment les trois c'est encore mieux, et qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué. Ça ne signifie pas qu'il faut absolument en passer par la case mairie et obtenir son changement de prénom pour pouvoir prétendre à un changement d'état civil. Ça veut dire que si on est passé par cette case-là, c'est-à-dire si on a déposé un dossier en mairie pour obtenir le changement de son prénom sur sa carte d'identité et qu'on l'a obtenu, c'est un élément qui sera pris en considération par le tribunal. Ce sont des documents qu'il faudra adjoindre à ce qu'on appelle une requête. Alors une requête, c'est un document qui saisit le tribunal, qui peut être soit rédigé par un avocat, soit directement par la personne qui saisit le tribunal, la personne trans qui saisit le tribunal. Et donc ces documents, ce sont essentiellement, alors d'une part évidemment la copie intégrale de son acte de naissance, original moins de 3 mois. Ça semble tomber sous le sens, mais à partir du moment donné où on demande au tribunal de changer son genre à l'état civil, eh bien évidemment, il faut déjà justifier de son genre de naissance. Et puis ensuite, ça peut être des photos avant la transition et après la transition. C'est pas obligatoire, mais ça peut être ça. C'est des attestations qui sont rédigées par vos proches. Alors comme dit le texte, hein, la famille, les amis, voire même les collègues de travail, si tant est qu'ils soient au courant de la transition. Ces attestations, elles doivent finalement caractériser non seulement le fait que vous vivez comme appartenant au genre auquel vous aspirez juridiquement parlant, mais également au fait que les gens vous voient
comme cela. Ce qu'il faut vraiment éviter dans les attestations, c'est que tout le monde écrive à peu près la même chose. Les gens savent rarement quoi écrire dans les attestations et vous disent « Dis-moi ce que je dois écrire, je vais écrire tout ce que tu veux ». Et vous avez tendance finalement à donner le même texte à toutes les personnes qui vous entourent. Ça, il ne faut vraiment pas faire ça du tout parce que les juridictions, elles n'aiment pas. Ce qu'elles veulent, c'est des exemples concrets au quotidien de ce que les proches qui vous entourent ont vécu. Alors, soit la transition que vous avez eue, ça c'est plutôt les membres de votre famille, les gens qui vous sont proches ou des amis qui vous sont très proches, soit effectivement la manière dont vous êtes vu, dont vous êtes vécu par la société de manière générale. Et ça peut être vos proches, ça peut être encore une fois vos collègues de travail qui l'établissent dans le cadre des attestations. L'attestation, il faut aller la télécharger sur Internet. Donc vous tapez attestation témoignage dans Google, vous allez tomber sur un CERFA que vous allez pouvoir imprimer. Un CERFA par personne évidemment, avec une petite formule obligatoire à recopier et une photocopie de sa pièce d'identité. Ça peut être enfin, comme derniers éléments, des éléments médicaux quand on a été accompagné, soit par des équipes médicales, soit des équipes paramédicales. Encore une fois, ce n'est pas une obligation et le texte vient bien indiquer qu'il ne peut plus être exigé des gens d'avoir subi des traitements médicaux ou une opération chirurgicale. Donc aucun juge ne peut exiger de vous que vous fournissiez ces éléments médicaux. Néanmoins, si vous êtes en possession de ces éléments et que vous acceptez de les donner, évidemment, vous pouvez les communiquer au dossier. Ce sont des éléments comme d'autres qui seront pris en considération par le tribunal. Pour les mineurs, le texte prévoit qu'il est possible pour le mineur émancipé de saisir le tribunal. De sorte que pour être mineur émancipé, il faut avoir plus de 16 ans et il faut que ce soit ses parents qui aient fait la demande au juge des tutelles de vous émanciper, ce qui est quand même assez rare. Ce à quoi on peut être confronté souvent, ce sont des parents qui, la plupart du temps, sont séparés dans ce cas-là et qui ont un conflit autour de la mise en place de traitements au bénéfice de leur enfant trans qui effectivement peut être suivi par un médecin. Le médecin préconise la mise en place d'un traitement et les parents ne sont pas d'accord sur la mise en place de ce traitement. Le médecin à ce moment-là ne peut rien faire et il va falloir saisir le juge aux affaires familiales qui va trancher en fonction des éléments pour le coup médicaux qui vont lui être communiqués pour déterminer si oui ou non on met en place ce traitement ou si on attend. Il est toujours à ce moment-là de bonne loi d'être accompagné par des professionnels reconnus et formés sur ces questions autour de la transidentité. Il existe plusieurs équipes spécialisées en France et assez reconnues, en tout cas dans les grandes villes. Et c'est vrai que quand on peut être accompagné par ces services-là, c'est toujours mieux pour aider le juge à prendre la bonne décision. Pour les personnes dites étrangères, alors de deux choses l'une, soit les personnes sont de nationalité française mais sont nées à l'étranger, auquel cas il n'y a pas de difficulté puisque le juge français, à partir du moment donné où on est de nationalité française, il va pouvoir rendre une décision. À l'inverse de ça, quand on est de nationalité étrangère et né à l'étranger, ça va être plus compliqué puisque forcément va se poser la question du droit applicable, de la loi applicable, et la loi applicable, ça va pouvoir être une loi étrangère qui précisément n'offre pas la possibilité de transitionner. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas s'adresser au juge français. Et en tout état de cause, si on s'adresse au juge français qui doit appliquer une loi qui ne prévoit pas la possibilité de transitionner, eh bien le juge ne pourra pas faire droit à votre demande. Alors juste pour compléter, il faut quand même avoir à l'esprit que bien qu'on soit de nationalité française et que le juge peut être amené à appliquer la loi française selon des règles assez techniques de droit international privé, il n'en demeure pas moins que se posera quand même la difficulté de la transcription à l'état civil dans le pays étranger de la décision qui aura été rendue par le juge français. C'est-à-dire que quand bien même le juge a déterminé que la loi française pouvait être applicable, si la personne effectivement derrière retourne dans son pays étranger et que ce pays étranger ne reconnaît pas la validité du jugement rendu en France, à l'état civil à proprement parler, la personne restera de l'autre sexe. Donc on peut obtenir un jugement mais qui finalement ne donnera pas forcément grand-chose dans le pays dont on est originaire, si le pays dont on est originaire effectivement n'offre pas cette possibilité-là.
Les délais pour obtenir une décision du tribunal sont assez longs. Alors en fait, ils sont assez longs parce que de manière générale, la justice en France ne va pas bien. C'est comme tous les services publics en France, la justice ne va pas mieux que les hôpitaux, qui ne va pas mieux que l'éducation nationale, et donc les délais sont très longs. Et les délais sont assez disparates, c'est-à-dire que d'une juridiction à une autre, on peut obtenir des délais plus ou moins rapides. Généralement, dans les grandes villes, les délais sont quand même assez longs parce que les tribunaux sont assez engorgés, versus les plus petites juridictions, on arrive à obtenir des délais qui sont un peu plus courts. Donc finalement, les délais, ils peuvent être de quelques semaines à quelques mois, voire parfois des délais qui approchent les 1 an pour avoir une date de convocation devant le tribunal. Tous les tribunaux ne convoquent pas. Néanmoins, le texte du Code civil parle du fait que le tribunal doit s'assurer du consentement libre et éclairé. C'est finalement un vocable qu'on retrouve aussi dans tout ce qui est droit médical, le consentement libre et éclairé du patient. Alors, si le tribunal rejette, de deux choses l'une, soit il rejette parce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments et vous vous rendez compte que vous n'avez pas réuni les bons éléments ou que vous auriez pu réunir davantage d'éléments et vous représentez une seconde requête avec ces nouveaux éléments qui vous ont été réclamés. Soit vous estimez que le tribunal se moque du monde et exige trop d'éléments à des attentes trop importantes, et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'interjeter appel de la décision devant la cour d'appel qui reverra votre dossier. Alors là, encore une fois, on repart sur des délais qui sont assez longs parce que les cours d'appel sont encore plus engorgés parfois que les tribunaux. Mais en tout cas, il y a un second débat qui est évidemment avec d'autres juges que ceux du tribunal judiciaire qui s'instaure devant la cour d'appel. Et on peut rajouter des nouveaux éléments ou on peut se contenter des premiers éléments qu'on avait versés en première instance. Alors, une fois qu'on a eu une réponse favorable, il faut bien veiller à ce que la transcription elle soit effective en marge de votre acte de naissance, puisque ce n'est pas vous qui le faites. C'est le procureur de la République qui le fait, puisque c'est lui qui est en charge de l'état civil et c'est lui qui a pouvoir sur les officiers d'état civil. De sorte qu'il faut vérifier, et sinon il faut relancer le parquet pour que cette transcription elle soit effective sur votre acte d'état civil. Une fois que c'est fait, et seulement une fois que c'est fait, à ce moment-là, on peut aller en mairie pour changer sa carte d'identité. On peut se rapprocher de tous les organismes, CPM, etc., pour que le nécessaire soit fait. Mais pas avant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment attendre que son acte de naissance soit modifié. En tout cas, j'étais ravie de participer à ce format et je te remercie pour l'invitation.